Dans cette vidéo, nous allons parler, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes, des investissements de Warren Buffett. Ça me stresse un peu quand je me vois pas en vidéo. Là, je me voyais tout à l'heure. Ça marche bien d'ailleurs. Je pense que ça marche. Hein? Quoi? Attends, ça marche pas? Non, si, je pense que ça marche. Ouais, on va faire comme si ça marchait, ok? Alors, j'espère que vous êtes prêts. Alors, comment Warren Buffett a fait pour choisir ses investissements? On va voir au début des investissements qui ont marché pour lui. Après, il y aura quelques investissements qui n'ont pas marché. Je vais pas tous les mettre, mais on verra, quoi. Et je trouve ça bien parce que ça va nous permettre de comprendre en fait ce qui est bien en fait, c'est de comprendre en fait euh, la stratégie globale. Vous voyez, pas, pas seulement pas seulement qu'est-ce qu'il a fait, je vais le répliquer, mais plutôt ce qu'il y a derrière en fait, ce qui n'est pas dit, le non dit quoi. Bon, ça c'est un peu compliqué ce que j'explique, j'espère que vous avez compris. Bon, bref. Alors, déjà, monsieur Warren Buffett a acheté le Washington Post. Donc, pourquoi il avait acheté ça? En fait, c'était il y a longtemps. Alors, parce qu'il disait en fait, c'est comme recevoir un paiement pour tous les business qui veulent s'étendre en ville et faire de la pub. Parce qu'en fait, à l'époque, si vous voulez, un journal, il avait un peu le monopole en fait, si vous voulez. Par exemple, dans une ville, tu avais un journal, tu n'en avais pas 10, 20, 30, tu en avais juste un. Donc il avait un monopole en fait. Et tous les gens qui voulaient faire de la pub, ils devaient passer par ce journal. Ça me rappelle un peu Facebook ou Google à la limite, pendant notre période. Sauf que maintenant il y a la télé, il y a plein de trucs. Donc, mais avant, c'était vraiment bien quoi d'avoir un journal. Et Washington Post aussi, ils avaient aussi des télévisions dans le câble et tout ça. Et en gros, bah, les journaux ont une telle puissance que parce que ils peuvent, comme j'ai dit, ils peuvent tous ceux qui doivent faire de la pub doivent passer par eux en fait. Ils peuvent pas passer par quelqu'un d'autre. Et ça c'est bien pour un business. Donc deuxième point positif, c'est que ça nécessite peu de capital pour s'étendre. Donc on va voir que dans cette attendez, je fais une petite pause. De toute façon, je vais couper ça au montage. Je suis de retour, j'ai pris un verre d'eau pour m'abreuver. Excusez-moi. J'ai un peu du mal à parler des fois, mais bref, on va revenir au sujet. Donc, oui, donc comme je disais, ça nécessite peu de capital pour s'étendre, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un journal comme celui-là, vous allez construire des trucs pour imprimer, mais vous n'avez pas besoin d'améliorer la technologie trop, parce que justement, il n'y a pas de... Enfin, pour multiples raisons, je vais pas m'étendre là-dessus, mais en gros, vous construisez une imprimerie et vous pouvez l'utiliser pendant 10, 20 ans, quoi. Et ça, c'est cool, parce que vous n'avez pas besoin de réinvestir vos profits pour, euh, pour entretenir vos profits. Encore si c'est pour avoir de nouveaux profits, c'est intéressant, mais si les profits que vous avez, vous les réinvestissez pour avoir les mêmes profits, c'est pas intéressant. Donc voilà, on a dit peu de concurrence, monopole. Donc en fait, il y avait un journal qui a augmenté ses prix, qui a doublé ses prix en fait, et en fait, il a gardé 90% de ses clients. Et donc encore, Warren Buffett, il dit que un journal peut doubler ses prix et garder 90% de ses clients. Donc selon lui, il l'avait acheté à un quart de sa valeur intrinsèque. Donc là, dans cette vidéo, je ne vais pas trop détailler le calcul de valeur intrinsèque. Je vous donne le lien vers une autre vidéo qui s'appelle la DCF, où je vais expliquer tout ça. Mais en gros, la valeur intrinsèque, c'est combien le business va générer en cash durant les prochaines années, en fait. C'est ça la valeur intrinsèque, qui va nous permettre de savoir la valeur intrinsèque. Et en gros, lui, il aime bien acheter des business qui ont un ROE élevé. Donc, ce qu'il faut faire attention au ROE, quand on regarde le ROE, enfin, je disais un ROE élevé, mais en fait, ce qui est important, c'est l'évolution du ROE et aussi un ROE élevé. ROE, c'est Return on Equity, ce qui veut dire que c'est un retour par rapport aux capitaux propres. Les capitaux propres, tout le monde sait ce que c'est, actif, passif, on soustrait, et voilà. Et en gros, ça va être un business qui n'a pas besoin, comme je disais, de cash pour s'étendre. N'a pas besoin de mettre de l'argent pour entretenir son business, ce business. Voilà. Et en gros, un ROE qui est en augmentation, ça veut dire
que le management, il est rationnel, c'est-à-dire qu'il va faire des bons investissements. Il va investir dans ce qui rapporte plus. Vous voyez ou pas l'idée? Voilà. Donc là, par exemple, pour le Washington Post, au début, ils avaient un ROE de 15,7 et après, quand il l'a acheté, et après, ils ont un ROE de 30% 5 ans plus tard. Mais ce qu'il faut faire attention avec le ROE, en fait, c'est regarder la dette aussi. Parce que, en fait, la dette, ça va. En fait, si plus vous avez une dette, plus votre ROE va augmenter. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de dette. Bon, c'est un peu compliqué, mais en gros, là, on voit que la dette, elle a diminué, donc ça c'est bien. Et le ROE, il a augmenté. Donc en gros, ça veut dire que le management, il investit dans des trucs qui rapportent, quoi. Et Warren Buffett, on sait bien qu'il aime bien acheter des entreprises dans lesquelles il y a un bon management. Alors donc voilà, donc au lieu de s'étendre de se diversifier dans des trucs qui rapportent moins, eux ils préfèrent acheter des actions et verser des dividendes aux actionnaires. Voilà. Ce qui est logique quoi. Donc Graham en fait c'était en fait pour le Washington Post en fait c'était son père en fait qui était mort et en fait elle a récupéré l'entreprise et d'ailleurs c'était assez drôle parce qu'un jour elle se rend compte que il y a un certain homme, un inconnu, qui achète des millions, non je sais pas si c'est des millions, mais qui achète vraiment beaucoup d'actions du Washington Post. Et en fait, elle était en stress parce qu'elle se dit mince, c'est qui ce gars? Mais en fait, ce gars c'était Warren Buffett. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un détient beaucoup d'actions d'une entreprise, il a un pouvoir au conseil d'administration, donc c'est lui qui détient l'entreprise en fait, donc il peut prendre des décisions et tout ça. Et en gros, elle avait peur un peu qu'ils prennent le contrôle total de l'entreprise, quoi. Voilà. Donc, selon Warren Buffett, Graham, elle avait le mental pour acheter ses actions à bas prix et le courage pour confronter les syndicats et réduire les coûts. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu pas mal de problèmes dans le Washington Post. C'est assez incroyable. Et en fait, à un moment, il y a eu des syndicats qui se plaignaient et tout ça. Et en fait, elle a eu le courage de les confronter et de réduire les coûts. Ce que beaucoup n'auraient pas fait en fait. Et ça a contribué au ROE élevé en fait. Donc voilà. Voilà. Pour le Washington Post, donc vous avez compris, hein, avantage concurrentiel, très peu de cash à réinvestir. On va voir que dans les entreprises qui vont suivre, on va très souvent trouver ce type d'entreprise en fait. C'est ce type de choses que Warren Buffett apprécie particulièrement. Voilà. Alors là, on voit en fait, j'ai pris une petite photo du livre parce que c'est issu d'un livre qui s'appelle The Warren Buffett Way que je mettrai en lien dans la description si vous savez lire en anglais. Et en gros là on voit que ça c'est en 74 jusqu'en 91, donc ça fait à peu près 20 ans, non, enfin un peu moins 15 ans. 15 ans, ouais, 15 ans. Donc là c'était à 0, on va dire que c'est on va dire à 100, allez, on va être gentil. Et passer de 100 à 5000. Donc c'est assez incroyable. Si vous aviez investi 100 euros, vous auriez 5000 euros 15 ans plus tard. Donc en haut, voilà, là on voit que un des avantages de l'investissement par rapport au trading, c'est que vous allez juste avoir raison sur une action et ça vous fait des résultats incroyables. Après, ça veut pas dire que c'est facile de la trouver, mais voilà. Alors que le trading, là vous investissez, vous êtes tranquille, je sais pas, vous allez prendre des vacances, vous revenez 15 ans plus tard et le travail est fait quoi. Donc là on voit le Washington Post par rapport, là c'est les autres publishing, donc les autres journaux on voit qu'ils ont fait mieux que le S&P 500 parce que comme on le rappelait tout à l'heure, les journaux ils ont un avantage concurrentiel, etc. Donc ils ont fait mieux là. Enfin c'est ce que disait Warren Buffett quoi. Ils ont fait mieux que le S&P. Le S&P c'est les 500 plus grandes entreprises américaines réunies. Donc voilà. Maintenant on va parler de Geico Assurance. Alors Geico Assurance, en gros c'est l'entreprise. C'est une entreprise aux États-Unis qui assure les conducteurs et notamment les conducteurs qui en fait
enfin originalement, qui ne font pas d'accident en fait. Donc ça rapporte plus d'assurer les, les, euh, les gens qui font pas d'accident que les... Non, petite blague. Mais en gros, leur force c'était que c'était leur avantage concurrentiel aussi, c'était que ils assuraient les conducteurs prudents. En fait, c'était les meilleurs sur le low cost en fait. Donc c'est eux qui arrivaient à faire les prix les plus bas en fait. Et en fait, grâce à ça, en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais les utility business en fait. En français, j'ai cherché, mais c'est pas vraiment la bonne traduction. Mais en gros, ça va être les business qui sont, en gros, les gens, ils vont se dire, ok, j'achète le moins cher, quoi. Je vais pas me prendre la tête. Par exemple, si vous achetez du bois, vous allez dire, bah, j'achète le bois le moins cher, quoi. Si le bois est parce que le bois, il est en général de la même qualité, quoi. Du bois, c'est du bois. Pareil pour les assurances. Vous vous assurez, vous voulez l'assurance la moins chère par rapport à ce qu'elle assure, quoi. Ou l'acier, tout ce qui va être matériaux et tout, c'est ça. Et en fait, celui qui peut présenter les coûts les plus bas, il a un avantage par rapport aux autres parce qu'en fait, après, il peut réduire ses coûts et les autres, ils peuvent pas suivre. Du coup, ils, ils ne sont, ils dégagent quoi, parce qu'ils font pas le poids d'un point de vue coût quoi. Donc en gros, c'est une entreprise qui assure 50% des conducteurs automobiles maintenant aux États-Unis. Donc maintenant, c'était à l'époque du livre, donc on va dire 90, je crois. Je pense. Attendez, on va regarder. C'est un vieux livre, 93. Ouais. Donc en 1973, ils augmentent le nombre d'assurés, c'est-à-dire qu'ils vont se diversifier en fait. Donc ils assurent plus seulement les conducteurs attentifs et voilà. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ils vont faire des marges moins élevées, ils vont même avoir des problèmes, ils vont avoir plein de problèmes. Et ouais, parce qu'ils vont pas pouvoir, enfin, il va y avoir des problèmes quoi, en gros. Alors que ils étaient restés à ce qu'ils faisaient de mieux, il y aurait eu moins de problèmes en fait. Et en gros, ouais, il contrôle. Et en plus de ça, en fait, le management, il contrôle pas les coûts, comme on l'a vu tout à l'heure. Très important d'avoir un management qui contrôle les coûts, c'est-à-dire qui réduit les coûts, en fait. Et on va voir que dans toutes les entreprises qu'on va étudier là, à chaque fois, il y a ça qui revient, en fait. Et en fait, Warren Buffett, il a acheté au moment où il y a un changement de CEO, en fait, et il a acheté 3,18 au prix de 3,18 dollars pour 4 millions de dollars. Et en fait, Warren Buffett, il connaît Gecko depuis longtemps. Parce qu'il faut savoir qu'en 1950, il était allé chez Gecko pour poser ses questions pendant 5 heures en fait. Et en fait, ce qui lui plaisait en fait, enfin, on lui a expliqué que c'était les meilleurs pour les low cost là, comme j'ai dit, pour les à bas coût, pour les conducteurs prudents en fait. Donc voilà, il savait qu'il y avait une partie de l'entreprise qui était vraiment avantagée par rapport aux autres concurrents. Et voilà, donc entre 1976 et 1980, donc juste après il y a eu un changement de CEO, il a investi 47 millions de dollars dans Gecko. Et en fait, dans ce genre de business, donc les utility business, donc tout ce qui est, on va dire, assurance, enfin vous avez compris tout ce qui n'a pas cet effet de marque, où les gens ils recherchent pas une marque, ils recherchent juste un truc qui marche, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Alors, donc, dans ce type de business, donc dans les banques, dans les assurances, dans l'acier, dans le bois, dans tout ce qui est matériaux, dans tout ça, eh bien le CEO, il doit être bon. Il doit être meilleur que si c'était, par exemple, un business du type, je sais pas moi, Coca-Cola ou Apple, qui a une marque et où les gens sont prêts à payer plus pour obtenir ce type de produit, quoi. Voilà. Donc, donc le CEO, il arrive et il réduit, première chose, il réduit les employés de 7000 à 4000 et il se concentre dans le low cost, donc ce qui marchait. Et en plus de ça, en fait, le CEO Simpson, en fait, il avait le bon tempérament pour investir, selon Warren Buffett, parce que Warren Buffett, il lui a parlé, je pense, oui, il lui avait parlé, je crois que c'est en 1950 justement, je sais plus trop, mais bref, il a remarqué qu'il avait le bon tempérament pour investir. Et en fait, dans les assurances, on a ce qu'on appelle le flottant, en fait, c'est-à-dire que les gens, ils vont payer, par exemple, ils veulent qu'on les assure, ils vont payer de l'argent. Et en fait, cet argent, après, Gecko, ils peuvent la réinvestir dans
par exemple des actions en fait, ce qu'on appelle le flottant. Et ensuite après ils vont les clients, il y en a certains qui vont avoir des accidents, ils vont être remboursés, mais voilà. Donc c'est ça ce qu'on appelle le flottant. Et ils étaient employés dans des bons investissements. Et voilà. Donc après évidemment Gecko, ce qu'ils ont fait, c'est des rachats d'actions, des dividendes. Ils avaient un super ROE. Donc pour parler des dividendes là, parce que ça fait 2 fois qu'on en parle, ce qui est important en fait, c'est bien en fait qu'une entreprise elle verse des dividendes si elle n'arrive pas à faire mieux avec cet argent en fait, tout simplement. Donc le rachat d'actions c'est bien si l'entreprise est pricée faiblement, enfin si elle est pas chère quoi. C'est bien que ce soit bien que, enfin c'est bien que l'entreprise rachète des actions, parce que quand l'entreprise elle rachète des actions, c'est comme si vous aviez plus de parts de cette entreprise en fait. Et les dividendes, c'est bien quand le prix de l'action est élevé, quoi. Contrairement au rachat d'actions. Et que, donc ça, bien sûr, le rachat d'actions et les dividendes, c'est bien si il n'y a pas mieux à faire avec cet argent, quoi. D'où le ROE. Et après, quand on regarde le ROE, il faut aussi regarder la dette. Pour que la dette, parce que ça fausse un peu le ROE, la dette. Putain, euh, en gros, j'explique. En gros, la dette, plus une entreprise va s'endetter, plus on va avoir l'impression que son ROE, il va être élevé en fait. Donc en gros, faut pas tenir, faut regarder la dette quand on calcule le ROE, ou sinon on peut regarder le ROEC, je crois, quelque chose comme ça en fait, qui tient compte de la dette. Mais ouais, il faudrait que je vérifie. Donc voilà, là on voit, donc ça c'était Gecko, en fait ça c'était quand elle faisait son business principal, quoi, ça marchait bien. Et puis à un moment, le management, il faisait n'importe quoi, il a diversifié dans des trucs qui marchaient pas, il y a eu des problèmes et tout. Et ça s'est vraiment effondré, c'est passé de genre 50 à presque 0. Donc là, on voit l'efficacité du management dans ce type de business, quoi. Et là, on voit que finalement, quand on regarde ça, on aurait pu acheter à 50, on s'en fout, quoi. On serait arrivé à 5000, mais voilà. Donc voilà, là, on a Gecko comparé au S&P 500 et à autre chose, mais voilà, donc voilà, c'est explosé, hein, je vais pas. Donc maintenant, troisième investissement. Capital Cities ABC. Alors, toujours pareil. D'ailleurs, ouais, donc Capital City, en fait, c'est un peu comme Washington Post, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un monopole, en fait, des chaînes, et les publicitaires sont obligés de passer par eux, quoi. Toujours pareil, un monopole. Donc, ils ont, par contre, eux, ils ont vraiment 2 CEO d'exception dans ce qui concerne la réduction des coûts. Donc là, j'en ai pas parlé tout à l'heure avec Gecko, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, la réduction des coûts, c'est vraiment leur top priorité, quoi. Donc en fait, Tom Murphy, il avait parlé à Buffett avant, il avait proposé de rejoindre son conseil d'administration, mais il avait refusé en fait. Pourquoi? Parce qu'il faisait autre chose, c'était un investisseur, mais bref, voilà. Donc après, il possède 228 télévisions, et il possédait à l'époque 99,99% de ce que les Américains regardent à la télé. Et après, ils avaient aussi des radios, des magazines, des actions dans des entreprises de médias en Europe, en France, partout en Europe, quoi. Donc voilà les 2 CEO, d'ailleurs, de Tom Murphy et Dan Burke. Donc d'ailleurs, j'ai lu un autre livre comment il s'appelle, de l'ancien CEO de Disney en fait, et il avait travaillé avec ces 2 gars, et en fait, et j'ai lu aussi un autre livre qui parlait de ces 2 gars, donc c'est pour dire que ces mecs-là, ils apparaissent dans tous les livres, et en fait, leur point fort, c'est leur réduction de coûts. C'est des mecs qui savent réduire les coûts au maximum, donc ils vont pas faire de dépenses inutiles dans les business. Par exemple, chez ABC, à un moment, enfin, parce que ils ont racheté ABC, je crois, à un moment. Et en fait, quand ils l'avaient pas racheté, enfin avant, ABC, ils utilisaient des limousines et tout ça. Et en fait, depuis qu'ils l'ont racheté,
ils ont réduit les limousines, ils ont réduit les jets privés et tout, ils ont réduit tout ce qui est glamour, on va dire, juste pour réduire les coûts et pour profiter aux actionnaires. Donc quand vous avez ce genre de choses, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, quoi. Tout ça pour dire tout ça. Donc, bon, bien sûr, ils ont augmenté leur ROE, ils ont réduit leur dette, ils ont l'entreprise de télévision dans les secteurs de la télévision, notamment comme ABC, ça requiert peu d'investissement parce que tu as juste à construire une tour en fait. Et une fois que tu l'as construit, c'est bon, tu diffuses et les gens et après tu fais de la pub et tu gagnes de l'argent et t'as pas besoin d'en construire 20. Enfin, t'en construis 20, mais tu vas pas changer la technologie quoi. Bref, et donc pour ce business, en fait, le marché il avait plutôt compris que c'était une bonne boîte. Et du coup, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais quand Buffett il achète, en fait, enfin, si j'avais précisé, mais euh, il achète à bas coût, en fait, normal. Et en fait, donc c'est ce qu'il appelle une marge, pour avoir une marge de sécurité, en fait. Et donc là, en fait, selon Buffett, la marge de sécurité, elle n'était pas suffisante, mais a investi, a pris, ouais, non, c'est bon. Mais il l'a fait en fait parce qu'il avait une confiance énorme dans ces deux CEO, donc Tom et Dan. Donc il a été prêt à payer plus cher entre guillemets pour les avoir. Et ça s'est révélé payant, bien entendu. Donc voilà, j'espère que vous avez compris tout ça. Ensuite, on va parler de Coca-Cola. Coca-Cola, bon, tout le monde connaît, limite c'est son fer de lance à Warren Buffett quoi. Donc les points forts en fait, pourquoi il investit? Alors Coca-Cola c'est le plus grand producteur de boissons gazeuses au monde. Voilà. Quand il était jeune aussi, il vendait du Coca en fait aux gens et il avait compris le désir des gens pour cette marque en fait. Et en fait, ce qu'il explique là, là c'est intéressant, mais en gros tout ce qui est ce qu'on appelle en anglais goodwill, c'est-à-dire ce qui est intangible en fait, donc ça va être une marque, ce genre de choses. Et ben ça permet en fait à des entreprises de se protéger contre l'inflation. Donc dès qu'il y a de l'inflation, eh bien ils sont moins touchés en fait, parce qu'ils ont besoin de moins de capital aussi pour s'étendre, donc de moins d'argent, donc ils ont moins d'argent dans leur, ils ont besoin de moins d'argent dans leur caisse quoi entre guillemets, et du coup quand il y a de l'inflation, ça les touche moins. Et voilà, enfin il n'y a pas que ça, mais en gros voilà, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc lui en fait il a acheté quand il y avait un changement de direction, donc il connaissait bien l'entreprise. Donc en fait, il faut savoir qu'en 1970, le CEO, en fait, au lieu de se concentrer sur ce qui marchait, bah, il diversifiait dans des choses qui rapportaient moins. Donc on a vu ça tout à l'heure. Donc entre 1974 et 1980, un dollar investi, ça rapportait, enfin un dollar que l'entreprise ne reversait pas à ses actionnaires, ça, et se servait pour réinvestir, ça rapportait 1,02 dollars en valeur sur le marché. Ok. Donc Austin, en fait, l'ancien CEO, il était intimidant et inapprochable. Et pour donner une petite idée, en fait, sa femme, à un moment, elle mettait de l'art contemporain, enfin de l'art dans le QG de Coca-Cola, en fait. Donc elle utilisait l'argent pour mettre de l'art dans l'entreprise, quoi. Ça, c'est signe d'un CEO qui maîtrise pas les coûts, quoi. Donc ensuite, à un moment, il a fait, je sais plus, il a fait une bêtise, en fait, et il a été remplacé par Goizuta. Donc Goizuta, c'était un gars qui, c'était pas un Américain à la base. C'est très rare d'avoir un CEO qui n'était pas un Américain à l'époque, et il a été élevé à Cuba en fait. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a convoqué tous les managers et il leur a demandé qu'est-ce qui est mal fait dans l'entreprise. Et il a aussi encouragé les gens à prendre des risques, à réduire les coûts et à augmenter il a augmenté le retour sur actif en fait de l'entreprise. Donc c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que pour 1 dollar investi, combien de dollars je vais gagner quoi. Donc le REE, il est passé de 20, enfin, il est passé de 20% en 1983. Donc ça, ça prouve que l'entreprise a quand même une force en fait, à 32% en 1988. Et en 1983, de 1983 à 1987, enfin en gros, si pour 1 dollar investi en 1983, l'entreprise a généré 4,66 dollars en 1987.
Donc là, on peut voir que le management est rationnel et il prend des bonnes décisions pour réinvestir cet argent, il réduit les coûts, etc. etc. Toujours le management, par exemple, au lieu de se diversifier, il a racheté des actions. Donc au moment de l'achat, en fait, Warren Buffett, il a été prêt à payer 5 fois la valeur comptable. Donc en fait, ce qui prouvait que le marché avait conscience de la valeur de cette entreprise et sa domination sur le plan concurrentiel. Mais il était prêt à le faire pour le goodwill, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que l'entreprise gagnait 30% par rapport à sa valeur comptable, donc 30% en retour, quoi. Et elle nécessitait peu d'investissement, donc comme on l'a vu avec toutes les autres entreprises. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe là, donc, donc, ouais, donc Warren Buffett, il a acheté 1 milliard de dollars d'actions à 11 dollars l'action en 1988. Et donc de 1988 à 1992, donc en 4 ans, ça lui a généré, enfin ça a été multiplié par 4 sa somme. Et là, multiplié par 4, c'est pas sur quelques milliers comme vous avec les crypto-monnaies, là c'est sur 1 milliard, donc ça fait beaucoup quoi. 4 milliards, tu peux t'acheter un porte-avions avec ça, un porte-avions militaire, je pense. Bref, donc là on voit, c'est des photos que j'ai prises du livre en fait. Donc là, on voit en net income, c'est ce qui est la barre la plus élevée, et owner's earnings, c'est la barre la plus faible. Donc on voit que les revenus nets ont augmenté, et les owner's earnings ont suivi, quoi, plus ou moins. Bien. Donc ça, c'est synonyme d'un bon CEO, quoi. Oh, ah ouais, j'ai oublié de préciser. Net income, c'est bénéfice net, et owner's earnings, ça va être en gros, ça va être l'argent qui est retenu dans le business, en fait. En gros, ça veut dire, par exemple, si je gagne tant d'argent, imaginons que je gagne 1 million et je dépense 250 millions pour ce qu'on appelle les CAPEX, donc c'est ce qui va être pour, euh, par exemple, en usine et tout ça, les usines, ce qui permet au business de continuer en fait. Si on soustrait ça, on obtient les owners earnings, donc les bénéfices du propriétaire, donc les bénéfices des actionnaires, parce que vous êtes des propriétaires si vous avez une action. Voilà. J'espère que j'ai bien expliqué. Alors donc là on voit que il a acheté en 88 ici quand ça valait 120 dollars, allez, 110, allez, 110 dollars, et que là on est arrivé à 450 dollars en 93. Donc ça a explosé quoi. Et là on voit le S&P 500. Voilà. Donc maintenant d'autres actions. Rapidement, en fait, Warren Buffett, il avait acheté aussi une action qui a raté pour lui. Ça va être USR, en fait. C'est une action. À l'époque, il avait acheté. euh, il avait acheté des actions préférentielles. C'est un peu plus compliqué, mais en gros, les actions préférentielles, un, ça vous permet en fait comment dire, c'est comme si vous étiez l'entreprise vous devait de l'argent en fait. C'est pas comme si vous étiez euh, propriétaire de l'entreprise, comme les actions normales, mais c'est l'entreprise vous paye de l'argent. C'est un peu comme si elle vous devait de l'argent, quoi. Donc il a acheté ça parce qu'il comprenait pas tout de USR, et lui il aime bien tout comprendre. Et en fait l'entreprise elle gérait bien ses coûts et tout ça, c'était bien. Mais en fait il y avait beaucoup de concurrents déjà. Et puis à cette époque en fait il y a beaucoup d'entreprises dans l'aviation qui ont fait faillite. Mais en fait, au lieu de faire faillite et d'être remplacé par USR, donc ce qui lui aurait fourni plus de clients, plus d'argent, tout ce que vous voulez, eh bien, ils ont été soutenus par la cour des faillites aux États-Unis, en fait, qui les a aidés, en fait, à surmonter ça. Et en gros, les compagnies aériennes qui étaient en faillite, eh bien, elles avaient des coûts très très faibles, enfin, pour le client, je parle. Et du coup, en fait, les actions qui étaient, enfin, les entreprises qui étaient qui tiraient des bénéfices qui n'étaient pas en faillite comme USR, ils pouvaient pas être compétitifs parce que les autres ils mettaient des coûts comme ça, ils étaient en faillite mais ils s'en foutaient. Et voilà. Donc, et après eux, ceux qui faisaient des profits, ils avaient du mal à maintenir leurs profits quoi. Et donc voilà, il a perdu pas mal de thunes, pas mal d'argent là-dessus quoi.
Ouais, c'est ce que j'ai résumé ici, quoi. Après, t'as Gillette aussi. Donc Gillette, Gillette, tout le monde connaît Gillette. C'est les rasoirs, quoi. Et en gros, les Gillette, bah, pareil, ils avaient un monopole en fait. Et à un moment, en fait, en fait, ils faisaient des rasoirs jetables en fait. Et en fait, ils étaient en concurrence avec Bic. Et en gros, eux, ce qu'ils ont fait, au lieu de faire les rasoirs les moins chers, ils ont créé des nouvelles technologies dans les rasoirs et tout ça, pour permettre en fait aux gens qui se rasent d'avoir une meilleure expérience, on va dire. Et c'est là-dessus qu'ils ont réussi en fait. Et en fait, au lieu de créer des rasoirs jetables, après ils ont créé ce type de rasoir. Donc ça, c'est un rasoir où je crois on change juste la lame en fait, les lames. Et ça leur a permis de prospérer face aux autres entreprises. Et après, toujours pareil, réduction des coûts, image de marque, voilà, on connaît comment fait Warren Buffett. Après, il y a une dernière entreprise qui est assez bien en fait, celle-là, j'aime bien, parce que c'est un peu différent des autres en fait, des autres investissements de Warren Buffett. C'est General Dynamics. Donc pourquoi c'est intéressant en fait? Parce que d'ailleurs j'ai mis un graphe, je pense après. Ouais, déjà on va pas. Ah non, j'ai pas mis le graphe de General Dynamics. Ah, je suis dégoûté. C'est pas grave. Donc là, on a le graphe de Gillette en fait. Donc voilà, pas mal, pas mal. Bon là, on n'a pas vu après, mais ça a dû augmenter aussi, hein. Il a acheté ici à 300, c'est monté à 500 en 2 ans, enfin 3 ans plus tard. Et voilà, pour Gillette. Maintenant, General Dynamics, en fait, je vais vous expliquer en fait. Donc Warren Buffett, il avait acheté toujours pareil des actions préférentielles à la base de cette entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise lui devait de l'argent en fait. Donc l'entreprise était endettée vis-à-vis de lui en fait. Et en fait, les actions préférentielles, après, tu peux les convertir en actions réelles en fait, au bout d'un certain temps. Et donc en fait, pourquoi au début, il avait des actions préférentielles dedans. Et en fait, il a vu que le CEO, il faisait très bien son boulot en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, en fait, c'était que c'était vers 1989 par là. Au début, le gouvernement, parce que General Dynamics, c'est une société en fait de défense américaine qui fabriquait des avions, des sous-marins, plein de choses en fait. Et en fait, il y avait la guerre froide, et du coup, le gouvernement américain était prêt à payer beaucoup d'argent à cette société pour qu'elle développe des choses. Donc, elle était rentable en fait, la société. Sauf qu'après, en fait, les coûts militaires, ils ont vachement diminué en fait, parce qu'il n'y avait plus la confrontation avec la Russie en fait, enfin l'URSS. Enfin après, oui, ouais, je sais pas si on dit la Russie ou l'URSS, mais bref. Et ouais, du coup, cette société avait elle faisait plein de choses, des avions, des sous-marins, etc. Et en fait, il y avait certaines parties de l'entreprise qui étaient plus rentables en fait, parce qu'il n'y avait plus d'acheteurs et ça coûtait beaucoup d'argent en fait, et ça rapportait rien en fait. Donc le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, il a tout revendu, enfin, il a gardé que les trucs qui étaient profitables dans l'entreprise. Donc, on peut dire, certaines personnes diraient, waouh, il revend des fleurons et tout ça, mais il les revend à d'autres entreprises ou je sais pas trop quoi. Et en gros, ça lui permet de générer du cash en fait. Et en gros, avec ce cash, qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté des actions de la société qu'il avait, donc General Dynamics. Il a seulement gardé les parties qui marchaient en fait, et il a reversé aussi des dividendes aux actionnaires. Et c'est comme ça en fait qu'il a eu un bon retour sur investissement, quoi. Et ça peut être difficile à faire parce qu'on peut se dire, oh là, enfin un observateur extérieur dirait, waouh, il revend tout, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas bien, il faut continuer à développer, je sais pas, des avions, mais bref. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je trouve que c'était assez intéressant de vous démontrer ça. Donc il faut savoir que moi je fais moins de vidéos, mais j'essaie de faire des vidéos de qualité en fait, un peu plus. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être moins de vidéos que sur les autres chaînes. Mais puis là je me concentre beaucoup sur euh, je me concentre beaucoup sur je fais pas de macroéconomie quoi. Je me concentre beaucoup sur les entreprises et sur ce qui marche et sur comment trouver un bon investissement. Et voilà.
Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé, vous pouvez laisser votre, enfin, vous pouvez cliquer sur un lien en dessous où où je vous dirai si jamais je trouve des actions qui sont intéressantes dans lesquelles investir, et je vous enverrai un email là-dessus. Et aussi, j'ai un groupe Facebook sur lequel je partage des analyses des fois, et j'encourage les autres personnes à partager leurs analyses sur des actions, mais c'est vraiment de l'analyse fondamentale plutôt que de l'analyse technique. Après, je veux bien qu'il y ait un peu d'analyse technique, un peu de macroéconomie, mais je veux que ce soit le principal, je veux que ce soit de l'analyse fondamentale, donc ce que j'ai fait, quoi. Analyse concurrentielle, valeur intrinsèque de l'entreprise, etc. Donc j'espère que. Donc si vous voulez rejoindre, je vais mettre un lien aussi en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.